Alors d'une part, je remercie nos intervenants, nos clients qui prennent quand même beaucoup de temps pour partager leur expérience. On n'avait pas de questions-réponses pendant les sessions qu'ils ont délivrées eux-mêmes. Donc pendant ce panel, l'objectif aussi pour vous, c'est de poser librement les questions, même si elles vous paraissent un peu hors sol. L'important, c'est que ça vous amène, on va dire, des éléments euh, pertinents pour vos cas d'usage à vous. Donc n'hésitez pas à rendre cette session interactive. C'est Thomas qui va l'animer. Je vais laisser Thomas se présenter dans une seconde. Encore une fois, profitez de ce moment-là pour vraiment capter un maximum d'informations qui seraient utiles pour vous. C'est pas toujours facile de lancer le sujet parce qu'on essaye d'accrocher des éléments relatifs à son propre vécu, mais n'hésitez pas à le faire là. Encore une fois, ils ont accepté quand même de partager leur expérience. J'espère que c'est parce qu'ils sont plutôt contents des travaux qu'ils font avec nous. Mais n'hésitez pas même à challenger un certain nombre d'éléments, parce que la vie, c'est pas tout simple, hein. Il y a des écueils, il y a des difficultés dans le timing d'un projet. Il ne faut pas hésiter à challenger, les challenger eux, nous challenger nous. Il y a des questions qui peuvent s'adresser à Chicorp, on saura les traiter en séance, le cas échéant. Ou pas, si on n'a pas envie. Thomas, à toi. Parfait. Donc moi, j'ai pas mis ma tête, hein, comme tout le monde, sur les slides, hein. Vous remarquez que ce sera juste le QR code au cas où vous ayez besoin de traduction. Donc moi, je suis Thomas Vénachter. Donc j'ai travaillé en France pendant presque 20 ans, principalement pour Société Générale. Et pendant ces moments-là, j'ai mis en place un Vault pour notre cloud privé, donc le Vault HashiCorp. Ça a commencé à partir de 2016. Alors pourquoi on a mis en place le Vault HashiCorp? On avait besoin de gérer des secrets, on en gérait une bonne partie à la main, et puis on s'est dit il y a quand même des outils qui vont nous permettre de faire des choses un peu plus automatiques. Donc voilà, et puis il y a maintenant un an, j'ai traversé l'Atlantique. J'avais ma casquette tout à l'heure, j'habite maintenant au Canada. J'ai quitté le groupe Société Générale et je suis en train de construire une start-up pour accompagner les PME dans tout ce qui est automatisation de la sécurité. Et donc dans ce cadre-là, on utilise quand même pas mal Terraform pour aller déployer des infrastructures. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Là, je vais vous présenter le panel. Vous avez déjà vu un peu tous les intervenants, mais on va prendre un petit peu de temps pour se représenter. Le panel, juste le thème va tourner autour plus de la sécurité, de la gouvernance et de l'industrialisation de la sécurité. Donc on va essayer d'aborder tous ces points là en une petite heure. Comme l'a dit Nicolas, n'hésitez pas à la fin à intervenir si vous avez des questions par rapport aux intervenants, qu'on fait quand même déjà des présentations extrêmement complètes des différents projets qu'ils ont menés à bien. I will switch to English for Kelly, just for him to introduce himself. We will all introduce ourselves, just because we need to know each other before discussing about security, about governance, and about scaling. So maybe you can start introducing yourself. Sorry. Okay, so my name's Kelly Monteith. I'm the multi-cloud lead at AXA Group Operations. AXA Group Operations is the internal IT service provider for the AXA Group. Perfect. Thank you, Kelly. Samia? Je peux parler en français, ça va? Oui. Alors, rebonjour et bonjour à ceux qui n'ont pas vu. Donc moi, c'est Samia Zaidi, je travaille chez BPCIT, qui est une société du groupe BPCE. Et aujourd'hui, je co-lead les activités cloud et conteneurs au sein de BPCIT, du coup. Et notamment, du coup, une activité qui est l'automatisation dans le cloud public. Merci. Et Benoît? Donc moi, Benoît Pour, je suis DataOps à BNP Paribas et je suis responsable du coup de l'équipe qui fait l'intégration des solutions data, de l'automatisation et sa sécurisation. Très bien, donc beaucoup d'automatisation, beaucoup de sécurité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, il y a eu des belles annonces qui ont été faites ce matin et on va peut-être commencer par là. Qu'est-ce que vous retenez des nouvelles features qui ont été présentées ce matin et est-ce qu'il y en a qui selon vous, étaient vraiment très très attendus? Benoît, tout à l'heure, tu as parlé de la partie Kubernetes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment potentiellement changer la façon de faire et améliorer vos process aujourd'hui? Oui, alors Vault Secret Operator, pour nous c'était quelque chose qui était attendu, parce qu'aujourd'hui le déploiement des secrets reste quand même, il est orchestré, mais on aimerait sortir ça de notre orchestration pour le gérer comme un opérateur Kubernetes.
donc là, on a des grosses attentes là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, on sait aujourd'hui qu'il y a certaines features qui sont encore pas livrées, mais qui vont arriver. On les a vues dans la roadmap sur GitHub. Et donc nous, ça va nous permettre, ça va simplifier toute notre intégration et la résilience par rapport à la gestion des secrets dans Cube. Ah, donc, et puis avoir une expérience Cube native. Une belle attente par rapport Oui. à cette feature-là. Et peut-être je vais passer la main à Kelly. Kelly, on your side, what about the follow-up after the presentation this morning of new feature? Is there something sound on your side? Sounds great. Yeah, from the announcements this morning, very pleased to see some of the developments that are happening with Terraform Enterprise, and Terraform Cloud. Some of the reporting that we had to build ourselves is now being included into the project, into the product. Many of the features I saw announced today, I think will enable us to use out of the box some features that we've had to develop ourselves. Perfect. Sounds good. Et de ton côté, Samia, par rapport aux annonces de James Bayer ce matin, est-ce que tu as retenu particulièrement certaines choses ou... Alors oui, j'ai retenu en particulier sur Terraform Enterprise, du coup, là, bientôt on aura la possibilité d'avoir des workspaces éphémères. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, chez VPCE, on utilise beaucoup les environnements de sandbox qui ont une durée de vie limitée. Et du coup, cette feature-là, ça va permettre du coup de supprimer les ressources proprement à la fin d'une sandbox, quoi. Ouais, Voilà. Après, il y avait d'autres choses, hein. Enfin, voilà, ils ont lancé plein de choses sur Consul, machin, enfin tout ça là, c'est super intéressant aussi. L'idée, c'est les principales choses qu'on a pu voir, et même autour de Boundary, c'est quand même assez intéressant de voir toutes ces nouvelles features qui font franchir un cap quand même à ce produit aussi. Ok. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Let's turn to security aspect. So I will ask the question in English for you, and maybe everybody. Vous pouvez parler en français. Everybody can answer in French. So Kelly, why did you put in place HashiCorp tools at the beginning? Yeah, so I mean, 3 reasons why we put the HashiCorp tools in place. I mean, first one was it was community driven. So the developers were telling us, we want to use Terraform. We want to use one tool, the market leading tool, let's say, to provision our infrastructure services within the cloud. Secondly, the product teams that were developing some central products for AXA within our organization, within the cloud business unit. We had to develop those products to run on multiple clouds. So therefore, we wanted a single language, a single set of tools that we could use to develop those products and to deploy them across cloud. And then finally, it was top-down. So top-down, so management, governance teams, they said, we want an enterprise-grade service with vendor support that can support our migration towards the cloud and the provisioning of our infrastructure resources within the cloud environment. So, yeah, 3 reasons. Three big pillars. So, et de votre côté, toi, Samia, c'est pareil, tu l'as présenté tout à l'heure, vous avez commencé très tôt en fait à utiliser Terraform. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce produit en fait plus qu'un autre? Kelly dit c'est plus la demande des développeurs et puis le top-down. Est-ce que vous aussi de votre côté vous avez eu cette Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même démarré avec 3 cloud providers très vite, très tôt. Et on n'allait pas forcément s'amuser à prendre les langages de chaque provider. Et là, en fait, Terraform arrive en disant nous, on est multi-cloud. Enfin, plutôt, ou je dirais même cloud agnostique. Peu importe le cloud provider, on peut provisionner avec. Donc forcément, c'est d'un point de vue infra, c'est super important d'avoir un seul et unique outil, on va dire, pour ça. Et en fait, au départ, on a quand même commencé avec l'open source. Ça, c'est quand même aussi une force côté HashiCorp, c'est que du coup, la plupart des produits sont aussi open source, donc ça nous a permis de tester et d'éprouver. Et on s'est dit, bon, ok, ça marche bien, on est content, donc on va passer à une version enterprise, parce que de toute façon, on a besoin de support et des features qui vont avec Terraform Enterprise. C'est clair. Et de ton côté, j'imagine, Vault, c'est pas le même point de départ, mais aussi il y a cet aspect un petit peu communautaire, un petit peu outil leader sur le marché peut-être. Oui, en fait, bon, on avait à BNP CIB, on avait un outil qui avait été un petit peu imposé pour gérer des secrets. Il n'était pas du tout adapté, il n'y avait pas du tout d'intégration avec l'écosystème. De toute façon, même dans le produit, il ne parlait même pas de cloud ou autre. C'était pas fait pour ça. Donc la plupart des équipes fonctionnaient, on va dire,
à l'ancienne. Il n'y a pas vraiment de gestion des secrets. Nous, on a apporté Vault Open Source d'abord. Et là, ça nous a permis d'avoir déjà tout un panel d'intégration, intégration Kubernetes, avec tout ce qu'on avait en termes de cloud. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment... ça reste l'outil leader parce qu'aussi, il a des intégrations natives qui sont déjà beaucoup plus étendues que le reste des competitors. Ah, complètement. Complètement. Je vais passer à une autre question. Là, je pense qu'on a bien compris un peu tous ces intérêts-là. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce qui a changé depuis la mise en place de ces outils? Et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Je pense qu'on a tous un peu cette vision-là. What happens after the start of this tool? What benefits do you have in your organization? It's the question. So, Benoît will start. Benoît, tu as parlé tout à l'heure de la gestion des secrets. C'est un non-sujet. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une aussi belle description, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus pour ceux qui nous rejoignent? Aujourd'hui, on a vraiment intégré Vault dans la stratégie data, que ce soit dans l'équipe data pour créer des services as a service de data, donc toute la partie orchestration, maintenance et compagnie, mais aussi pour nos utilisateurs qui consomment nos data pour mettre à disposition des secrets ou nous en mettre à disposition. On a vraiment fait un gros travail d'accompagnement, de documentation et de templating et essayer de ne pas dénaturer le produit. Ça, c'était assez important pour faciliter l'onboarding. Et les résultats aujourd'hui sont assez satisfaisants. C'est-à-dire que même sur des populations de data scientists qui ne sont pas forcément très IT, on va dire, on arrive à leur faire utiliser l'outil de manière correcte et bien intégrée avec ce qu'ils font. Ouais, très clair. Okay, Kelly, maybe do you want to add something on this topic? What's changed now after many years of? Yeah, I think what we're seeing is a lot more standardization. Before we had DevOps teams doing things in their own way and slightly different, not right or wrong, just different. So we're seeing a lot more reuse, a lot more standardization, and we're seeing the ability for us to integrate those provisioned cloud resources into the wider IT ecosystem. So nothing is standalone, right? And we're seeing it's much easier for us now to pick up on an event and to say, okay, this needs some integration somewhere else. Not always part of the immediate provisioning cycle, but as part of more of a monitoring and observability. So we're getting much more visibility into what is being deployed, who is deploying it, how they're deploying it, is it safe? So in-time security is better. So thank you. Samir, on va commencer par toi pour la prochaine question. Pour l'adoption des outils, en fait, pour Terraform, quelles ont été les bonnes pratiques que vous avez utilisées, que vous avez dû mettre en place? On a parlé là d'uniformisation, etc. Est-ce que toi, de ton côté, il y a des choses en particulier que vous avez dû faire pour arriver à un tel déploiement? Alors effectivement, oui, on avait quand même un petit travail à faire au départ quand on voulait intégrer Terraform Enterprise et pouvoir unifier du coup tous les pipelines de déploiement chez BPCE-IT. En fait, on utilise aujourd'hui un outil de déploiement. Je ne vais pas forcément donner trop de détails, mais ça s'appelle XL Deploy. C'est un outil que tout le monde utilise aujourd'hui dans le groupe. C'est un peu un standard maintenant, une norme chez nous. Et en fait, il fallait qu'on puisse adapter cet outil-là pour pouvoir déployer et provisionner de l'infra en utilisant Terraform. Donc voilà, on avait fait ce petit travail-là avec l'éditeur d'XL Deploy pour pouvoir... on a mis en place du coup un plugin qui permettait d'interagir directement avec Terraform Enterprise parce que voilà, c'était l'outil que tout le monde utilisait. Et c'était plus simple de dire, bon, alors vous allez continuer à utiliser le même point d'entrée qui est Deploy. Et du coup, on développe une espèce d'interface pour communiquer avec Terraform Enterprise et que ce soit transparent pour les utilisateurs. Ok, et ça c'est en termes d'outils, mais globalement en termes d'adoption peut-être par rapport aux utilisateurs, est-ce qu'il y a eu des choses en particulier qui ont dû être faites ou, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement c'est venu presque naturellement par la force de l'outil? Alors certains c'était très naturel, d'autres voilà, il fallait quand même leur expliquer comment ça marchait, faire des petites formations avec eux, les accompagner. Donc ça c'est un travail qu'on fait beaucoup aussi, c'est en termes d'organisation, c'est on accompagne les projets d'un point de vue expertise cloud et aussi sur l'utilisation de nos outils. Voilà. Ok. Je ne sais pas si Benoît, de ton côté, pareil, vu qu'on est sur un autre type de produit, toi, le besoin, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de gouvernance, etc., autour de tout ça. Est-ce que, pareil, vous avez dû
mettre en place des choses en particulier pour faire venir les utilisateurs, en termes de documentation, en termes d'organisation, etc. Là, ça commence toujours par la documentation. Parce que si on parle d'une nouvelle solution, si on essaie de faire passer quelque chose, si on n'a pas de documentation, c'est la première question qui arrive et c'est le premier point bloquant. Pareil pour les modèles, enfin des exemples de commandes ou d'intégration dans des CI, dans Terraform ou autre. Et après, malgré tout, ça s'impose parce qu'il y a certains secrets, ils sont disponibles que dans Vault. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas contourner, ils doivent venir les chercher là. Et en plus, s'ils sont dynamiques avec des durées de vie d'1 heure, ils ne peuvent pas les prendre dans un coin, les mettre ailleurs. Et Vault n'est plus le référentiel. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc aujourd'hui, ils sont déjà guidés. Et ensuite, bon, dans tous les cas, techniquement, ils n'ont pas le choix en fait. Ok. Très, très clair. On your side, Kelly, what do you need to do to prepare your user in terms of best practice to be sure that they manage correctly the solution? So we spent a lot of time and effort on some internal documentation, videos, how-to guides. We trained the trainer, so we have a cloud broker organization, which we kind of work directly with the DevOps teams to onboard them, and then we try to go through some mandatory training. Our team are also performing some training for developer teams, where we're doing a lot of certification. A lot of people are now being certified in the Terraform HashiCorp tools. So yeah, we've spent a lot of effort to build that knowledge and that library of assets. And our documentation can always be better, right? But we're trying to capture as much as possible. Yeah. Je pense que la documentation quand même a été la clé un petit peu partout en termes d'adoption. La question va aller peut-être un petit peu plus loin, mais au-delà de la documentation et puis de l'adoption, comment vous avez fait, vous, Benoît, de votre côté, pour que les équipes en fait s'adaptent et montent en compétence sur les outils à proprement parler, que ce soit les équipes techniques qui mettent en place, que les équipes utilisatrices. Les équipes utilisatrices, on a vu que ça passait principalement par la doc, mais les équipes techniques, grosso modo, comment ça s'est passé? La plupart des use cases qu'on a dans Vault, enfin, d'un point de vue équipe technique, sont arrivés par d'abord trouver des solutions pour mettre en place une nouvelle solution data, une nouvelle façon de faire les pipelines, en gros pour résoudre un problème. Donc nous, on partait à chaque fois, on a un problème à résoudre, Vault va s'intégrer dedans, soit parce qu'il fait partie de la solution, soit parce que c'est juste une dépendance. Et donc là, les équipes techniques, on design ensemble comment on va s'intégrer à Vault sur ce nouveau sujet. Donc si je dois mettre en place une nouvelle technique pour aller chercher des secrets dynamiques pour que Spark appelle Airflow sur son Kubernetes, c'est un design d'équipe. Et donc ça aide beaucoup à l'implication et du coup à la compréhension de l'outil et aussi de sa philosophie. Voilà, c'est pas juste, tiens, je vous ai livré la solution toute faite. Non, on design la solution ensemble, on explique les pour et les contre de chacune des propositions et à la fin, on arrive à converger dessus. Et vous, Samia, de côté BPCE, c'est... Alors, je pense que j'ai peut-être un peu répondu déjà à la question juste avant. C'est ça, je pense. Donc, ouais, enfin, on avait déjà mis, on a un outil qui est le point d'entrée de tout le monde. On avait déjà du coup développé cette interface-là justement pour pouvoir consommer du Terraform, parce que tout le monde connaissait déjà l'outil. Donc, on avait un peu adapté pour pouvoir, justement rendre ça un peu transparent, quoi. Plus friendly. Ok, très bien. Avant d'avoir la dernière question sur la partie sécurité, je pense qu'après, on prendra quelques questions de la salle avant de passer sur la partie gouvernance. N'hésitez pas à prendre la parole. Tu as déjà peut-être une question. Une question, parce que dans les deux cas, que ce soit BPCE, que ce soit dans le cas BNP, on parle toujours d'intégration. Donc certes, l'outil en built-in n'offre pas toutes les fonctionnalités. Je voulais savoir l'effort alloué à ces intégrations-là. Est-ce que c'était quelque chose de complexe ou c'était quelque chose d'assez facile par rapport, que ce soit sur l'intégration de Samia par rapport à Excel Deploy ou par rapport à Benoît qui disait sur la partie Vault, on était obligé de mettre en place des nouvelles intégrations qui n'existaient pas non plus.
sais pas qui veut prendre le point. Je peux commencer. Alors, pour intégrer ça à notre outil deploy, donc forcément, il y avait un petit peu de dev à faire. Bon, on n'était pas tout seul non plus, on était accompagnés. Après, en soi, c'était pas non plus le bout du monde. Et après, il fallait aussi... Donc voilà, il y avait quand même un petit peu de travail à faire. Il fallait quand même aussi accompagner du coup nos prod applis à bien utiliser ce plugin. Donc il y avait quand même aussi du temps alloué pour les former. Donc voilà, cette partie-là, ça pouvait prendre un petit peu de temps parce qu'en fait, mine de rien, ce plugin-là, c'est génial parce qu'il me fait une espèce d'interface avec Terraform, mais il faut quand même comprendre aussi un peu ce qui se passe dans le cloud. Et là, voilà, du coup, il y avait aussi un peu ce travail-là de dire, alors dans le cas public, voilà comment ça marche, c'est très différent de l'on-prem, voilà, il y avait ce travail-là à faire. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose de ton côté. Nous, sur le sujet Vault, donc, on a dû créer des nouvelles intégrations. Alors, il y en a qui étaient tellement complexes, typiquement le plugin IBM Cloud, pour manager IBM, pour aller chercher des secrets dans IBM Cloud. On n'avait pas suffisamment la main, ni assez de documentation pour le faire nous-mêmes, donc on a demandé à IBM Cloud de le faire. Par contre, là, la difficulté, c'est qu'on rentre sur les release lifecycle de l'éditeur. Lui, il fait ça, il peut faire ça parfois un petit peu comme un side project, et donc pas forcément très bien réalisé. Par contre, il y a d'autres sujets, là que j'évoquais, Minayo ou Keycloak, soit qui ont des bases open source déjà un petit peu établies, mais qu'on peut réutiliser et améliorer. Soit partir de rien. Donc pour l'instant on part pas de rien, on part quand même de choses qui existent. On n'a pas beaucoup de développeurs, de vrais développeurs dans l'équipe, mais on a quand même regardé un petit peu le SDK pour développer ces plugins. Ça nous a pas paru excessivement compliqué, et même en n'étant pas développeur Go, on s'est quand même lancé sur ces sujets-là pour commencer à développer des intégrations. Donc ça nous fait pas trop peur sur la partie plugin. Ok, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. C'était pour BNP, savoir les développements que vous avez faits, vous les avez reversés à la communauté ou vous les avez gardés uniquement pour BNP? J'aurais aimé, personnellement, les reverser à la communauté, mais c'est tellement compliqué que voilà. Sinon, ça nous arrive de faire des petits fixes, des petits patchs, ça on peut le faire, on va dire, personnellement. Par contre, sur un vrai projet, le reverser à la communauté, aujourd'hui, c'est trop compliqué, même si on a envie. Merci. Okay, let's turn to English. Kelly, next question is for you. How does HashiCorp team help you in this adoption of the tool, and which kind of resources they provided to you? So HashiCorp at the beginning, I think we're very involved in our initial implementation of Terraform Enterprise. And then they really helped us to turn that project into a product that we could make available to all AXA entities. Helped us very much for some of our more legacy integration. We're helping us with some remote agents, development, etc., to help us to manage some of the on-premise infrastructure. And more recently, we're trying to engage directly with the HashiCorp team with our customers. So we had an event a couple of weeks ago in Cologne, and they are there, they're answering questions. People were coming up to us and just asking questions, and I would simply say, Christophe, could you please answer this? Or Usama, please answer this question. So yeah, a real engagement. We're starting to have regular meetings. We've got another one planned in 2 weeks' time in Paris. So real partnership approach happening now. Really interesting. Samia, est-ce que de côté BPCE, pareil, il y a eu des actions à mettre en lumière par rapport aux équipes HashiCorp? Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment bien accompagnés. Voilà, toutes les fois où on a eu des... Pourquoi ça va coûter cher? Un petit récap dans Excel. D'accord, désolé. Hein. Et du coup, on est super bien accompagnés. Depuis le début, au moment où on voulait intégrer Terraform Enterprise, du coup, sur notre data center chez nous là, et puis toutes les fois où on a rencontré des difficultés, il y avait des montées de charges, tout ça, on a toujours eu un coup de main d'HashiCorp
Et voilà, enfin, c'est plutôt sympa, quoi. Super. Benoît, peut-être plus sur les ressources qui sont mises à disposition. Tu parlais de la communauté tout à l'heure, Oui. devoir partager, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment... Nous, sur la partie communautaire, comme l'outil est quand même massivement utilisé, c'est vrai que même les problèmes, finalement, on fait rarement appel au support, parce que quand on a un pépin, souvent on trouve quelque chose dans Google très rapidement, puis c'est fait. Et sinon, on sait que le support est très réactif. Pour ce qui est créer des nouvelles intégrations, comme je disais, comme on trouve pas mal d'exemples sur Internet, c'est facile de rebondir là-dessus. Et après, sur la partie accompagnement, jusqu'à là, on a déjà eu pas mal d'accompagnement, ça se passe très bien. Des revues d'architecture qui nous ont permis de pousser un peu plus loin ce qu'on avait fait, nous challenger. Ça, franchement, ça c'était très bien. Pour l'avoir fait aussi, c'est quand même assez régulier. C'est vraiment agréable de pouvoir être accompagné dans ce type d'implémentation. Quand on part des fois from scratch, on a quand même pas mal d'interrogations sur comment je vais designer ma solution. Et c'est vraiment cool de pouvoir le faire. On va passer maintenant un petit peu sur la partie gouvernance, parce qu'on l'a vu, on peut mettre en place des mesures de sécurité, etc. Mais grosso modo, le plus important, c'est comment on va scaler. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, et comment on va mettre en place cette gouvernance autour de ces outils. Samia, côté BPCE, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les challenges dans le cadre du passage à l'échelle, en fait? Alors, il y en avait plusieurs, du coup. Donc, comme je disais durant ma présentation, là, donc déjà, on avait plein de gens qui faisaient du Terraform. Donc, il fallait quand même, la première chose à faire, c'était d'unifier tout ça. Pour éviter justement des dérives, que toutes les recommandations de la Sécu soient respectées, parce que du coup, forcément, on avait aussi quand même quelques alertes, là, il y avait des services qui étaient mal déployés, etc. Donc, il y avait, d'un point de vue sécurité, il y avait ça qu'il fallait du coup remettre à plat et tout cleaner, on va dire. Donc il y avait un passage obligé, donc il fallait qu'on développe des modules identiques pour tout le monde. Toujours en termes de gouvernance, du coup, pour pouvoir sécuriser l'ensemble des projets, la stratégie qui a été adoptée chez BPCE, c'est le shift left. Donc en fait, on accompagne les projets. Déjà, tout est sécurisé by design. Et puis, on accompagne les projets du début, du dev, jusqu'à la prod, pour être sûr que tout est 100% sécurisé. Parfait. Kelly, on your side, I will ask you the question in English. What was the challenge when you scale? What were the challenge you faced? When we scale? Not huge, if I'm honest. Licensing, we have discussions and negotiations, but really HashiCorp have been very good. They've helped us in that respect. But in terms of scaling the platform itself, no, we managed to go from a Terraform Enterprise platform, which was supporting one of our operating companies with around 500 workspaces, and we've scaled that to 35 operating companies, currently around 2,000 workspaces-ish, without any increase in costs, exactly the same number of team members. Obviously, the infrastructure it runs on is slightly bigger, but no, to scale has been okay. The challenge we have today is we use Terraform Enterprise to build the next generation network infrastructure, secure platforms in the cloud. And now we have to move Terraform itself into that same location. So we're currently working on a kind of blue-green deployment so we can do the upgrades, move to a different network implementation without having any downtime, because we cannot afford any downtime. We're running 24/7, migrations all day long. So yeah, we have a bit of a challenge to do one of those migrations, but I'm sure the team will help us to overcome them. I'm sure. Perfect. Est-ce que sur la partie gouvernance, il y a des questions dans la salle un petit peu sur, grosso modo, on a parlé des challenges, mais j'imagine après il y a peut-être plus sur la durée dans le temps. Comment on fait en fait pour imposer nos standards, les maintenir, etc. En termes de gouvernance, je crois que vous avez tous parlé un peu de reporting et vous avez tous parlé justement de montrer des choses à vos utilisateurs, de leur redonner de l'information pour qu'ils puissent aussi s'adapter et changer la façon dont eux opèrent et fonctionnent.
Est-ce que vous pouvez juste revenir aussi un peu là-dessus, sur ces aspects-là, sur ce que ça peut apporter en termes de gouvernance, justement. Parce que je pense que la gouvernance, c'est aussi de les amener vers les bonnes pratiques. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de leur démontrer qu'il y a encore des axes d'amélioration et des choses à améliorer pour revenir dans les bonnes pratiques? Nous, sur Vault, cette transparence, on avait dit, il y a deux choses, il y a un peu les audit logs, tout ce qui est la partie consommation du service, mais aussi billing. Et donc voilà, gros sujet, le billing. Et donc l'idée, c'est vraiment d'exposer l'ensemble de ces informations à ceux qui consomment le service. On ne cherche pas à les cacher, parce que derrière, comme tu disais, ça va avoir un impact sur comment ils vont consommer. Donc quand ça va commencer à leur coûter cher, là on sait qu'ils vont venir nous voir, nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour mieux consommer. Même si on essaie d'anticiper avec de la doc, des bonnes pratiques, il n'y a pas de magie, ça ne marche jamais à 100%. Donc il y a à la fois cette partie reporting, transparence, puis aussi les laisser tester, je n'ai pas beaucoup insisté dessus, mais qu'ils puissent tester déjà sur de la dev. Et après la prod, là c'est là où ils verront, ça va agir. Moi, je suis convaincu que ça marche très bien, ça. Alors, il y a la Sécu qui avait fait un exercice il y a, je ne sais plus maintenant, 2 ou 3 ans, qui était de mettre en place une espèce de tour de contrôle sur les providers et de regarder du coup tout ce qui avait été déployé pour regarder tout ce qui n'allait pas. Et puis un jour, ils ont justement parlé, ils ont montré tout ça au projet, et ils étaient là, bon, vous voyez, regardez, vous avez déployé ça, ça va pas, vous avez ça va pas. Et c'est comme ça que du coup, ils ont compris, ok, effectivement, là, sur le code public, il faut qu'on fasse un peu attention. On ne peut-être pas exposer nos services sur Internet, par exemple. Donc oui, cet exercice-là, la sécurité l'avait fait. Et puis, du coup, en termes de coûts, il y a des projets aussi qui ne font pas attention à ce qu'ils ont consommé. Ils ont des stratégies un peu... ils n'ont pas de stratégie de suppression, du coup, par exemple, de fichiers, etc. Donc, ils voient leur facture augmenter très vite. Donc, on ne peut pas faire ce travail-là à leur place. Donc, on leur dit, vous avez des alertes, là, ce serait bien que vous les regardiez quand même un petit peu. Il y a ce travail-là où il faut leur montrer comment ça marche. Ça, c'est un travail continu, quoi. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être... tu veux lui poser directement, peut-être, je ne sais pas, la question. Yeah, so I was just coming back to the reporting part and the fact that at some point it's also helpful for the governance, the global governance, and the idea is to share some detailed information to the project, just for them to understand what is right, what is not right, what can be improved, and maybe at some point I think that we have some feedback regarding the fact that they need also to take into account the fact that there is a cost associated to what they do. And at some point, it's also a way to help them come back to the best practices and stuff like that. Yeah, and I think I understood some of what I was saying. We don't have that many enforced policies at the global level. We have some. I think you don't expose things public on the public internet. It's some of those obvious policies we have implemented. But most of the policies we implement, whether it's through Sentinel or we're now using the Open Policy Agent because some of our customers were already using that. But so most of the global policies that we implement are really advisory policies, but we report against those. So we provide that information to the governance teams, the security, architecture, finance, etc. But we also give the ability for the local teams to be able to implement their own policies, and we support them in building their own local policies, which they may enforce or just advisory again. And the obvious example is we have operating companies in Germany and Switzerland, and you cannot deploy anything outside of Switzerland or outside of Germany. So at a global level, we don't enforce that many, only the don't be stupid policies. So But we do report a lot, and we've as a global team, we make a lot of effort to building those reports, sharing them regularly with the governance teams. And it means also that you have regular reviews of this data with the teams, with your end users, just to be sure that they're taking it into account and they understand what it means. I mean, our team, not so much. We have some regular sessions with the main security teams, for example, but we really want to push that down to the local level. We cannot have every DevOps team around the AXA globe coming to us. We're just not a big enough team, so we try to devolve that approach. But honestly, that could be improved as well. Thank you, Kelly.
Another question? Yes, I have a question for Kelly regarding the challenge of going at scale. How do you manage the upgrades of the platform providers at a large scale? I can't tell you technically how it's done. That would have to be one of the people in the team. But we have a release process. We release every month. We have an automated deployment. CI/CD. We have a pipeline that does everything. We do get some problems from time to time, but we make sure we upgrade our non-production environments. But yeah, we've got into the habit of upgrading every month as soon as relatively soon after the new version is announced by HashiCorp, we upgrade. We're trying to move to that blue-green deployment, so we're trying to, we cannot automate everything. You cannot have zero downtime, unfortunately, on Terraform Enterprise. We've not found a way yet to have zero downtime. So, but we're trying to, back up the database, restore the state, those kind of things. So have a blue-green deployment so we can really minimize that downtime, keep it to a maximum of 10 minutes or less. But it is still a challenge. One of the reasons I'm interested to move towards the Terraform Cloud version when it's available in Europe. Thank you, Kelly. Peut-être une dernière question sur cette partie gouvernance, si quelqu'un veut se lancer. Sinon, on a encore d'autres sujets sur lesquels on veut discuter. On va passer du coup à un autre sujet. On en a parlé un petit peu de l'industrialisation en fait de tout ça. Moi, je veux plus avoir un feedback par rapport aux équipes de sécurité. Tu as parlé du shift left tout à l'heure, Samia. C'est un gros enjeu. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, j'en entends beaucoup parler. Comment on fait pour rapprocher les équipes DevOps finalement de la sécurité? Comment on fait pour les mettre dedans? J'imagine qu'avec un projet comme celui que vous avez mis en place à BPCE, il y a eu quand même des success stories et les équipes sécurité en ont trouvé des bénéfices. Tu en as parlé dans ta présentation un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces sujets et peut-être d'autres choses que tu n'aurais pas évoquées tout à l'heure? Alors, effectivement, donc on a monté un centre d'expertise Terraform là pour, comme je disais, unifier du coup l'ensemble des modules Terraform pour le groupe BPCE. Et en fait, on travaille très conjointement avec la sécurité. En gros, en fait, on s'appelle tout le temps. Enfin, on est tout le temps. On fait rien sans eux, ils ne font rien sans nous. Donc, voilà. Enfin, c'est ce qu'on appelle du coup DevSecOps. Ouais. Et donc nous, on joue le jeu. Enfin, ils nous sortent un document de toutes les règles qu'il faut respecter. On joue le jeu. On leur montre que du coup, il y a des limitations. Donc voilà. Enfin, super. On a sécurisé, mais on peut rien faire avec le service. Donc on revoit ensemble du coup tout ce qu'on peut mettre en place pour que, voilà, que ce soit facile à utiliser pour les utilisateurs, enfin les développeurs et les ops. Et puis, donc voilà, j'ai un peu perdu le fil. Globalement, en fait, les équipes sécurité ont bénéficié de cette démarche, finalement. Oui, carrément. En fait, ouais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les équipes sécu sont plutôt du coup sereines là quand les projets déploient leurs services dans le cloud. Ils savent qu'ils ont utilisé nos modules, qu'on les a fait ensemble, qui sont sécurisés, que voilà, si un jour il y a une faille, du coup on va corriger tout de suite. Et voilà, ça a amené un peu plus de sérénité. Et puis forcément, on a aussi Sentinel à côté qui fait garde-fou si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Super, merci. Benoît, peut-être, toi, c'est plus un outil de sécurité finalement, gestion des. C'est un outil de sécurité. Après, on a pris un peu de leur périmètre d'une certaine façon. Mais on avait vraiment besoin de répondre à des use cases spécifiques et on leur a démontré qu'on restait dans les clous. C'est-à-dire qu'on c'est pas parce que c'est nous qui gérons l'outil qu'on a diminué la sécurité. Après, comme disait Samia, c'est aussi un échange. Voilà, vous avez imposé ça comme règle. Oui, mais là, c'est inutilisable. Il y a des contraintes qu'on ne peut pas résoudre, donc on travaille ensemble. Et oui, c'est un travail de tous les jours d'être avec la sécurité. Nous, là où on a un petit peu des difficultés, c'est qu'ils sont encore pas suffisamment en mode centre de service. Voilà, ils sont en garde-fou, mais pas on rend service. Donc, c'est encore un petit peu difficile, mais on a quand même réussi à acquérir une confiance. Et aujourd'hui, quand on livre une solution data, le SATS, on fait la revue de sécurité, ça va vraiment très très vite. En quelques heures, on a tout balayé. Ils savent qu'on est carré là-dessus, qu'on a réutilisé la même chose. C'est du copier-coller, entre guillemets. Donc, oui, on va beaucoup plus vite. Ça se passe vraiment mieux. Ouais, complètement.
Kelly? Okay. Kelly, on your side, do you have any success story to share with us regarding security team? You already spoke about this, but maybe you want to share something special. We discussed about shift left, so it's one of the main points, I mean, to improve security efficiency. Do you have something to... I can't think of any specifics around security, but what our team are doing is providing all of the data that the security teams are using to do their job. Yeah. Their job is to govern security. Our job is to enable the cloud services in a safe way. But they don't have the tools, they did not have the tools themselves to be able to monitor the cloud environment at the scale that was required. So what we're finding now is the data that we're providing, whether it's from Sentinel and Terraform, or whether it's from the data that we're collecting based on the modules that we're deploying, they are using that on a daily basis now to try to improve the security within the entity teams. Perfect. So good success for the security team. So you improved their readability and everything. So it's a good thing. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie un peu success story? Des bons clients. On y vient. Vous avez une belle success story sur la partie Vault pour la partie data. Est-ce qu'il y a une probabilité de BNP de détendre ce périmètre, voire de récupérer Vault côté équipe sécurité pour étendre? Alors, le Vault Data va rester cantonné au Scope Data. Quand il y a un autre Vault côté, toujours ITG, mais pas ITG Data, qui lui répond à des besoins plus étendus, plus généralistes, la personne qui gère est dans la pièce. Voilà, pour l'instant, les deux sont partis pour bien coexister, parce qu'on a vraiment des visions projets assez, on va dire, diamétralement opposées, on va dire, niveau management. Donc, aujourd'hui, c'est acquis qu'on va garder ces deux instances. Les deux sont spécialisées, les deux offrent les mêmes garanties. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne bien. Bon, à part le billing, où peut-être qu'on va avoir des problèmes de payer deux fois, mais tant qu'on ne devient pas trop gros, ça va aller. Merci Benoît. Il y avait une question aussi au fond. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec les équipes de l'Android, étant donné qu'on déploie en CI/CD, en automation, toutes les infrastructures, liées aux applications, il y a tout à l'heure que ils utilisent du Blue Green, donc on a potentiellement 10 minutes de downtime. Comment ça se passe de votre côté sur ce point de vue en cas de scalabilité ou de déconditionnement des applications sur la partie monitoring? Maybe the question is how do you work with monitoring team concretely? Monitoring team in AXA, we've got what we call the GSC, which is the Global Support Center. So we work very closely with them. They're monitoring our Terraform platform. They're monitoring the backups that we do. They're monitoring the availability, etc. They're also we standardize on Dynatrace, SaaS service in AXA. So we've integrated everything we do into that Dynatrace. So they've got monitoring dashboards. They can see everything that's happening. Yeah, that's it. Ok, good. Et de vos côtés, peut-être, Samia et Benoît, est-ce qu'il y a des choses particulières vis-à-vis des équipes de monitoring? Alors pour le monitoring, en fait, quel que soit le service qu'on crée du coup sur quel que soit le cloud provider, on active par défaut du coup la remontée de certaines logs. Donc généralement c'est les service owners qui nous disent voilà, on a besoin de remonter ce type de log là. Et puis voilà, après chaque projet aussi définit à quel moment il y a une alerte qu'il faut lever. Et puis après ces logs là sont déversés à un endroit bien spécifique. Et puis après c'est l'équipe monitoring qui traite du coup avec leurs outils à eux, quoi. Classique. Voilà. Ok. Et nous, côté monitoring, maintenant on a une solution globale pour le monitoring sur la partie métrique APM. Je peux le dire, c'est Dynatrace. Nous, dans nos solutions, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que Dynatrace va collecter toutes les métriques techniques comme fonctionnelles
Et le but, c'est que ça nous serve à nous, mais que ça serve aussi à nos utilisateurs. Donc, la multitenancy d'Inatrace permet de partager ça à nos utilisateurs. Donc, ils ont vraiment la vision complète. Sur la partie log, la stratégie est un peu plus dispersée dans BNP. Autant elle est très bien gérée sur la partie cybersoc, c'est-à-dire que tous les logs systèmes de sécurité sont vraiment centralisés, mais ce n'est pas ouvert. Voilà, c'est dédié aux équipes sécurité. Sur le reste des logs, chaque équipe doit demander soit un Elasticsearch ou un morceau de Splunk pour avoir un peu de log. Nous, on a notre propre instance Elasticsearch qu'on gère nous-mêmes parce qu'on a des volumes qui sont un petit peu trop élevés pour les équipes qui gèrent ça. Donc, mais par contre, on les expose à nos utilisateurs. À chaque fois, avec le modèle de Airback qu'on a mis en place, si j'ai accès à tel service en tant que telle application, alors j'ai accès à l'ensemble de la stack, c'est-à-dire l'outil, la solution, mais son monitoring, ses logs, ses audits logs de Vault et son billing. On essaie vraiment d'avoir une démarche bout en bout sur le scope où j'ai demandé les droits et où je vais consommer le service. Je ne sais pas s'il y a une autre question, c'était très complet en tout cas. Oui. BPCE, est-ce que vous avez une stratégie claire d'utilisation de Sentinel par rapport aux services par exemple sur AWS? Typiquement, si on veut restreindre l'utilisation à une seule région sur AWS, on peut le faire directement dans AWS via une SCP, on pourrait aussi le faire dans Sentinel. Comment est-ce que vous avez géré ça côté gouvernance? Il a répondu pour moi, en fait, il y a les deux. C'est ceinture, bretelle, tout. On a 3 endroits. Ouais. Peut-être une autre question dans la salle Non. Ouais, il me reste une dernière question. Last question we prepared. You already talk about next step, but we want to listen again because it was another presentation. Sorry. What is next step on your side? Do you prepare to extend your development or another project? For us on the Terraform side, yeah, our next steps is really to increase the level of policies that we're deploying, increase the number of modules for standard services. So we want to have every service that goes through a kind of internal validation process within AXA in terms of security and architecture. We want to develop standardized modules with an associated set of policies. So for every cloud service which has been validated through that process, we want to provide the assets to the DevOps team so they can just consume in a safe and secure way. We have to do this migration of our own platform onto another network. That's a bit of an internal challenge, no benefit to the end users themselves. And the whole no-code provisioning approach, I think, is interesting for us. As I said in my presentation earlier, I believe if you give the developers the tools, if you give them solutions they can just consume, they will happily consume them and focus on the higher value business development that they need to do. So our approach is just to continue and develop more of that and as much as possible. Perfect. Benoît, peut-être, de ton côté, et puis Samia, je te laisserai le mot de la fin. Nous, comment on se projette, de toute façon, c'est toujours d'intégrer des nouvelles solutions. On va avoir un très très gros travail, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais de refonte de toute notre orchestration de déploiement. Aujourd'hui, on est un petit peu limité par les outils qu'on a. Alors évidemment, c'est pas Vault, c'est pas Terraform, mais c'est ce qui chapeaute tout ça. Donc là, les solutions, c'est assez ouvert. Sur la partie plus on va dire vraiment spécifique à Vault, ça va être donc j'avais parlé du secret, le Vault Secret Operator, donc vraiment améliorer la gestion des secrets dans Cube, la simplifier. On va avoir le billing, aller vraiment jusqu'au bout sur le billing. Pour l'instant, voilà, on a des prémices, mais faut qu'on termine ça. Et j'ai oublié le dernier sujet. Il y avait encore simplifier la gestion des certificats.
Et je ne l'avais pas mis aussi, mais je pense qu'on va faire un vrai cluster d'EDR sur Vault, parce qu'on va monter en criticité. Donc voilà, il faut que le cluster soit plus disponible, qu'on gère mieux sa scalabilité, ça devrait bien se passer. Des sujets bien de fond qu'on a tous rencontrés. Samia, peut-être? Alors, comme je le disais à la fin de ma présentation, du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les clouds souverains sens et bleu. Et puis, voilà, enfin, on sait qu'il y a une centaine de projets qui vont arriver très vite là. Donc, voilà, c'est un deuxième cloud at scale qu'on va vivre. Et puis, en fait, on est tellement content d'utiliser Terraform et Terraform Enterprise que, comme je le disais, on va développer notre propre custom provider pour notre cloud privé. Et là, il y a du boulot. Et voilà, enfin, c'est une manière pour nous de pouvoir mettre en place vraiment le standard jusqu'au bout, l'utilisation de Terraform. Un gros challenge, quoi. Super. Je sais pas, merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés avant de te rendre la main, Nicolas. Mais en tous les cas, merci pour vos interventions. Dans la salle, peut-être, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés, sur lesquels vous auriez aimé échanger avant de le faire au Happy Hour? La discussion était principalement concentrée autour de Terraform et Vault. Est-ce que aussi vous avez regardé les autres outils de HashiCorp qui pourraient vous intéresser? Alors oui, il y a, enfin, de notre côté, pour tout ce qui concerne les réseaux, forcément, Consul. Et puis, du coup, avec la présentation de ce matin-là sur Boundaries, là, c'est quelque chose qu'on a un petit peu envie de regarder aussi. Voilà, mais c'est juste que c'est étape par étape. Dans les grosses boîtes, ça tout prend toujours un petit peu de temps, mais oui, c'est des choses qu'on a envie de regarder. Et nous, Consul, on l'utilise un tout petit peu. On va probablement pas aller jusqu'au service mesh, on va dire la partie gestion réseau. Aujourd'hui, c'est pas là où on a des problématiques. Il y a des gens qui demandent d'avoir du service mesh Consul. Il y a des demandes, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent juste faire du TLS plus facilement. Et nous, on leur explique comment le faire, en tout cas dans Kubernetes, sans avoir besoin de Consul. On essaie de rester vraiment le plus simple possible et gérer cette stack en plus. Aujourd'hui, ça devient vraiment... Ça fait beaucoup de couches à gérer. On préfère se limiter à l'essentiel et dire, ok, t'as besoin que d'un tout petit bout de Consul Mesh. Pourquoi tout prendre alors que tu as besoin que de ça? On peut résoudre facilement ton problème. Et Boundary, on va dire qu'on est déjà équipé d'une solution, on va dire un peu historique. En tout cas, c'est pas dans mon scope et puis je pense pas que ça soit à l'ordre du jour de changer. Voilà. Maybe you need the translation of the question. The idea is to, on your side, did you plan to study or put in place other tools for HashiCorp? Yeah, so we've looked at Vault. At the moment, we're going through an exercise where we're seeing if we can integrate better into our existing or relatively new identity and access management systems. We already do the authentication, obviously, we integrate there. But we're still managing, we're authorizing with teams within Terraform Enterprise. So we're looking at doing that in a better way with our current identity systems. It may not be possible, so we may need to look at Vault. My lead expert is always telling me we need to look at console, we need to look at boundary, we need to look at other things. But at the moment, we've got other priorities, and we're not able to. Honestly, we're just not able to look at them at the moment. But I'm sure we will in the near future. Thank you, Kelly. Thank you, all of us. Another question? Maybe not. Don't be shy. Happy hour. Happy hour. Thank you so much. Merci.